commence. Parfait. Donc, bien bonjour à tous. Bienvenue au webinaire d'engagement de l'élève en virtuel. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Bianca Gérard et Danielle Patry. Donc, bonjour. Alors, Bianca, qui était directrice des services éducatifs, est maintenant à la retraite, mais encore très active en tant que consultante pédagogique. Et oui, et Danielle est psychologue et chercheur indépendante qui est aussi à sa retraite de pavé. C'est bien ça? Pas vraiment à la retraite, malheureusement. Pas encore, OK. Pas tout à fait. Donc, pas tout à fait encore. Donc, bonjour et bienvenue. Puisque c'est notre premier webinaire d'une série de 9 sur le soutien au développement professionnel en virtuel pour l'année 2020-2021, est-ce que, Bianca, vous pourriez peut-être nous faire une petite mise en contexte de ce webinaire? Parfaitement. Bonjour tout le monde. Premièrement, je sais qu'il y a des gens de la province, que je reconnais plusieurs noms dans les participants. Ça me fait plaisir de commencer ce webinaire-là avec vous, faire la mise en contexte, puis aussi tout à l'heure d'échanger. Ça va être intéressant d'entendre vos voix sur ce que vous vivez un peu partout dans la province et même au Québec quand j'ai vu les noms. Premièrement, au CPO, on a décidé de réfléchir à comment on pouvait supporter le mieux les enseignants qui avaient passé du présentiel au virtuel. Nous avons élaboré en partenariat avec l'équipe d'IDELO, Pascal, vraiment une série de webinaires qui viennent répondre à des besoins que les enseignants ont mis sur la table dès l'an passé, parce qu'au mois de mai, veut pas, on était dans la prise de risque. Puis, on a eu des bons succès avec les webinaires qu'on a fait avec vous à IDELO. Donc, on continue à un webinaire par mois. Les deux premiers traiteront d'engagement d'élèves. On en aura 3 qui traiteront de l'évaluation en virtuel. Et on finira l'année avec 2 derniers sur l'interdisciplinarité. Comment réussir quand on a plus qu'une matière à faire de l'interdisciplinarité en virtuel. Merci. Et je pense que Danielle aussi vous apporte une belle collaboration. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu? Absolument. Bianca et moi, on travaille ensemble depuis 2011 sur des projets qui portent sur l'engagement des apprenants. Donc là, pas juste les élèves, mais les adultes aussi. Là, on a évolué à travers les années pour inclure les adultes quand on parle des apprenants. Puis, ce qui fait que, en fait, notre partenariat est quand même assez spécial parce qu'on provient de 2 univers très différents. Alors que moi, je viens d'un monde académique, puis j'apporte une perspective qui est plus théorique. Bianca, elle a fait sa carrière en éducation, puis elle a une approche beaucoup plus pratique et appliquée que moi. Donc, ce qui veut dire que quand on produit quelque chose ensemble, c'est d'autant plus solide parce qu'on se complète. Alors, j'espère que je vais avoir la chance de continuer à collaborer avec Bianca pendant encore plusieurs années. On vous le souhaite et on nous le souhaite aussi. Merci, oui. Donc, on a parlé un peu de nous. En fait, moi, je ne me suis pas tout à fait présentée. Je suis Pascal Bourdeau. Je travaille pour la plateforme IDELO. Voilà, j'ai en collaboration aujourd'hui avec le CPO. Maintenant, on aimerait vous connaître, vous, les participants. Donc, qui êtes-vous? Quelle est votre situation actuelle? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, je vais lancer un sondage et vous pourrez répondre à ce sondage. Le voici. Donc, je vous invite à répondre au sondage en répondant à la question « Quelle est votre situation actuelle? » Un choix unique. Voilà, on voit déjà les réponses. J'enseigne en présentiel, j'enseigne en virtuel, j'enseigne en présentiel et en virtuel ou autre. Voilà, donc on a quand même nos résultats. Est-ce que vous voyez bien, Danielle et Bianca, les résultats des participants? Oui, oui. On est rendu à 87. On a quand même plusieurs gens qui se sont joints à nous là, par la suite. Ça vous va? Est-ce qu'on continue? Oui, c'est beau. Est-ce possible pour nous de voir les résultats? En fait, je pourrais vous les dire, ou je ne sais pas si Danielle ou Bianca, vous préférez les dire. Ou... Est-ce qu'on peut les afficher? Je les vois plus pour ça. Si je les affiche comme ça, est-ce que ça les affiche si je clique là-dessus? Share result.
Les Oui, voyez-vous? moi, je les vois personnellement, mais Oui, vous les voyez. Bon, d'accord, désolée. Je n'avais pas pesé sur le bouton Share Result. Alors, voici, on voit les résultats. Ce que je soulève dans les gens qui sont en virtuel sont présents avec nous. Il y en a 57 aujourd'hui. Et je pense qu'on a, vous allez voir au fil de la présentation que c'est important de se tenir ensemble et d'aller voir nos pratiques. Fait que ça va être important peut-être d'aller chercher des pratiques dans ce 57 %-là. Puis ceux qui sont en présentiel, ben en plus, on pourrait ajouter des gens qui sont présentiels et virtuels, il y a 14 %. Puis les 10 % qui sont en présentiel, moi, je vous dis, si un jour vous basculez au virtuel, dites-vous qu'on va vous donner aujourd'hui des pistes pour réussir là, à passer au virtuel. Et puisqu'on parle d'engagement, j'aimerais ça que nos participants, en un mot, que vous puissiez nous dire pour vous qu'est-ce que l'engagement. Donc, un mot, mais vous pourrez donner plus d'une réponse. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous mon écran. Vous allez voir un site, le voici. Vous voyez bien le site avec ma question. Donc, aujourd'hui, on parle de l'engagement. En un mot, qu'est-ce que l'engagement pour vous? Vous pouvez donner deux réponses. Tout simplement à aller à l'adresse www.menti.com et utiliser le code 4733377. Et lorsque vous allez répondre, on va pouvoir voir donc vos réponses s'ajouter à la diapo. Alors, simplement répondre par un mot et donner plus d'une réponse. Voilà, on commence. Est-ce qu'on a d'autres participants? ah. Donc, ça ne semble plus bouger. Voulez-vous commenter un peu la diapo? Oui, oui. Ah, on continue. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a seulement 13 réponses. Probablement, oui. Je leur donnerai peut-être encore une autre minute. Oui. Ou un autre 30 secondes. Alors, vraiment, là, ce qu'on voit à l'écran, vous pouvez continuer à ajouter des mots si vous en avez le goût. On voit vraiment le mot qui ressort le plus, c'est participation. Il y a motivation aussi qui ressort beaucoup. Il y a des mots comme curiosité, épanouissement, actif ressort aussi beaucoup. Puis en fait, ce sont justement les actions, c'est ce qu'on veut amener les élèves, dans le fond, à vivre et à faire. Et puis, dans le fond, ce sont tous des mots qui font vraiment partie de notre vocabulaire quand on parle de l'engagement. Donc, vous allez sûrement en entendre parler là, durant notre webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes clairement engagé. Oui, voilà. Je vais repartager mon écran. On va aller vers plutôt le PowerPoint. Donc, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint Idélo du 25 novembre? Donc, à ça, au printemps dernier, le confinement a obligé le personnel à enseigner de façon virtuelle. Quelles ont été les leçons apprises de cette expérience au CPO, Daniel? Oui, en effet, on a appris quelques leçons clés. Premièrement, on a constaté que peu importe si l'apprentissage est en présentiel ou en virtuel, les fondements demeurent les mêmes. Donc,
là, je m'adresse aux enseignants et aux enseignantes qui sont avec nous aujourd'hui. Peu importe là, ce que vous faites en salle de classe pour engager vos élèves, c'est largement transférable, ça, au virtuel. Donc, moi, en tant que chercheur, j'aime ça retourner au fondement. Pour moi, c'est comme les grandes vérités. C'est mon petit côté théorique. Donc, peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine diapo, Pascal? Oui. Alors, ce que la recherche nous montre, c'est que pour engager les élèves, il faut que l'environnement puisse satisfaire 3 grands besoins fondamentaux. Le besoin de compétence, d'appartenance et d'autonomie. Alors, quand on se sent, ou en fait, quand le sentiment de compétence ou le besoin de compétence est comblé, bien, on se sent capable puis confiant de réussir une tâche. Quand le sentiment d'appartenance est comblé, bien, on se sent appuyé dans ses choix sans se sentir jugé. On sent vraiment qu'on fait partie d'un groupe. Ça, c'est vraiment particulièrement important, surtout en mode virtuel, parce que bon, ben, les élèves proviennent de différentes écoles d'attache, donc ils ne se connaissent pas nécessairement très bien. Et finalement, lorsque le sentiment d'autonomie est comblé, ben, on sent qu'on est à la source de ces actions. Donc, on est capable de choisir nos actions qu'on juge importantes pour nous. Et ça s'applique autant chez l'élève, encore, comme ça s'applique chez les adultes. Mais vous, en tant qu'enseignant, ben, vous êtes en mesure de façonner l'environnement pour soutenir la satisfaction de ces 3 grands besoins fondamentaux-là. Donc, posez-vous la question, est-ce que les pratiques que je mets en place permettent vraiment à l'élève de se sentir compétent, de sentir qu'il fait partie d'un groupe, puis de se sentir autonome? Si oui, ben, vous êtes sur la bonne voie. Alors, notre deuxième constat, c'est que la participation aux activités de développement professionnel du CPO, en particulier le cycle d'apprentissage professionnel, semble vraiment permettre au personnel d'être bien préparé pour le changement puis l'incertitude. Alors, au printemps dernier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené un sondage auprès d'un groupe de participants, ou en fait un groupe d'enseignants. Et les résultats nous ont montré que plus les enseignants cumulent d'années de participation au cycle d'apprentissage professionnel, moins ils ont éprouvé de stress face au confinement, puis plus ils se sont sentis confiants face à la situation. Donc, en résumé, lorsque vous soutenez les besoins de compétences, appartenance et autonomie en salle de classe, dites-vous que ça s'applique très bien aussi au virtuel. Puis, on vous encourage bien sûr à poursuivre vos activités de développement professionnel, en particulier le cycle d'apprentissage professionnel, parce que ça va vous outiller à engager vos élèves, puis ça va aussi vous permettre de vous préparer pour un changement peut-être éventuel. Je vais revenir un petit peu. Vous dites que les activités du développement professionnel ont permis de préparer le personnel enseignant au changement et à l'incertitude. Qu'est-ce que vous proposez au personnel enseignant pour engager les élèves en classe virtuelle? Je vais aller de l'avant avec cette réponse-là en expliquant, en prenant la comparaison de Danielle, quand elle disait « moi, je suis la personne qui a besoin de la théorie derrière », bien, moi, de mon côté, je suis la personne qui a besoin du pratico-pratique. Donc, ce qu'on a fait, on a vraiment mis sur pied un plan qui dit comment est-ce qu'on va pouvoir soutenir les gens qui sont en train de se préparer à soit aller en virtuel ou être en virtuel pendant qu'on ne peut pas donner de formation en personne, pendant que les gens sont à distance. Puis, à travers l'expérience qu'on a prise au printemps, on s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment aller travailler le sentiment de compétence chez les enseignants. Pour faire ça, on n'était pas pour remettre la machine à zéro puis recommencer avec des nouvelles choses. On s'est vite rendu compte que, comme Daniel l'a souligné, ce qu'on fait déjà en salle de classe, si notre intention pédagogique est claire, bien, on peut aller ressortir des outils que nous avons déjà développés pour maintenant les mettre à la saveur du virtuel. Je vais te demander de passer à la prochaine diapo qui parle justement du cycle d'apprentissage professionnel. Le cycle d'apprentissage professionnel, pour nous, c'est la porte d'entrée vers une personne qui questionne sa pratique, qui questionne comment il enseigne. Donc là, on a un écran, 2 ou 3 écrans devant nous. J'ai vu hier... On perd le son, Daniel. Oui. Oh, oui, Bianca, on ne t'entend plus? Bianca, oui.
m'entends mieux maintenant. Oui. Désolée. Mon Internet a ralenti. Ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Quand je parlais du cycle d'apprentissage professionnel, c'est de vraiment bien planifier notre intention pédagogique, passer à l'action et observer. Observer comment cette pratique-là a eu de l'impact ou non, pour ensuite réfléchir si on va continuer avec la même pratique. On a présentement dans le cycle d'apprentissage professionnel structuré comme on le faisait au CPO, mais maintenant, ce qu'on amène les gens à faire, c'est de réfléchir comment on peut se réseauter pour vivre ce cycle-là, pour voir des gens du même niveau, des gens de la même matière ou des gens qui ont des intérêts communs pour pouvoir là, vraiment réfléchir à nos pratiques. La prochaine diapo, on a ressorti des choses qui existaient déjà parce qu'elles sont encore bonnes, elles sont encore une valeur très importante pédagogiquement. Puis, dans celle-là, il y a quelque chose de très pratique. C'est sûr que le côté comment je conçois mon apprentissage, comment je réussis à élaborer cette situation, soutenir l'élève dans ses pratiques d'évaluation, créer, c'est tout qu'un cheminement, mais ce qui est important, c'est les exemples qu'on va vous donner. Je vais demander la prochaine diapo, puis vous allez pouvoir avoir accès à ce document-là. Quand on parlait tout à l'heure des 3 sentiments, bien, je vais ramener la différenciation pédagogique. Quand je conçois mon apprentissage, les élèves sont tous dans leur maison, ils ont tous quelque chose de différent comme vécu, comme installation, comme Internet. Vous avez vu mon Internet qui a ralenti tantôt, c'est ça, s'en aller dans l'Est ontarien. Tout ça pour dire qu'il faut encore vraiment penser à différencier, puis laisser vraiment l'élève démontrer comment il apprend. Je vais aller à un autre endroit dans une pratique qu'on a souvent suggérée, c'est celle-là de favoriser l'interaction avec le contenu. La première photo qu'on a mise sur le début de notre présentation, c'était une élève qui était avec un ordinateur. Mais en plus, elle avait un coffre à crayon. En plus, elle avait des ciseaux, de la colle, elle avait un cahier. Donc, il faut amener l'élève à être en train de travailler dans son contenu, d'être en mode apprentissage et non pas seulement en mode écoute. J'ai mis une étoile à soutenir l'apprentissage grâce aux pratiques d'évaluation, le portfolio numérique. Nous avons mis sur pied pour nos élèves l'accès à My Blueprint pour que l'élève soit capable d'être en autonome, donc de développer son sentiment d'autonomie face à comment il apprend, qu'est-ce qu'il apprend, quelle est sa prochaine étape grâce à de la rétroaction de qualité. Comme je vous dis, j'ai cité que quelques étoiles à travers ce tableau-là, mais pour nous, il est encore de mise. À la diapo 6, là, merci. J'ai créé diverses relations pour promouvoir une culture d'apprentissage. Dans notre manque d'expérience dans l'enseignement en virtuel, il faut vraiment aller chercher notre expérience de salle de classe et ne pas retomber dans je présente, mais amener l'élève à être en train de vraiment pouvoir faire des choix, faire de la recherche. Puis dans celle-là, ben, il y a le plus grand, c'est d'assurer aussi le bien-être mental, émotif de tout le monde. Nos élèves sont... Vive la techno. Mais oui. Correct, elle va revenir. Pédagogique en compagnie de ses pairs, ce que vous faites présentement, c'est-à-dire d'être à l'écoute, on va vous amener à partager, d'échanger, de visiter. Dans notre plan, en dehors des webinaires, il y a 2 autres morceaux importants. Le premier, qui va être les pratiques pédagogiques et le 3. Pratiques pédagogiques ou webinaire et le 3e, la possibilité de visiter avec une intention de développement professionnel des classes qui vont ouvrir leur écran, leur porte, pour que vous puissiez aller voir, puis aussi être capable d'aller réfléchir à comment ces pratiques-là pourraient être bonifier votre pratique. Oh, on a encore perdu. Oui. Ouais, ça va mal, son Internet. De faire des visites.
Internet vient de ralentir. Oui, on a perdu pendant quelques secondes encore. Ce qui finissait la réponse de qu'est-ce qu'on fait au CPO pour soutenir le développement professionnel. C'est bon. Et qu'est-ce que le CPO offre aussi comme développement professionnel pour aider les enseignants à planifier l'expérience d'enseignement en classe virtuelle? Donc, je crois qu'on avait le développement professionnel, Bianca, oui? Ben, tu vois, je pense que j'ai probablement débordé dans la première, je l'ai inclus. J'étais partie. Je pense que ça, on pourrait aller avec la question au niveau du cadre. Dans le fond, c'est ça. Daniel, vous pouvez peut-être nous parler un peu du cadre ICE? Oui, certainement. Comme Bianca disait, tu peux peut-être passer à la prochaine. Comme Bianca disait, là, tout ce qui se passe là, au niveau du développement professionnel, encore là, ça s'applique dans le fond, les pratiques, puis les pratiques dans le cycle d'apprentissage, puis c'est vraiment un processus et non pas une recette. Donc, l'idée ici, c'est que ce soit en virtuel ou en présentiel, ça fonctionne dans les deux sens. Alors, dans le cadre des cycles d'apprentissage professionnel, le CPO a développé un cadre conceptuel en collaboration avec des équipes écoles. C'est un cadre qu'on appelle ICE. C'est un acronyme qui fait référence à innovation, créativité et entrepreneuriat. Et ce cadre-là, c'est un outil qui nous permet vraiment de décrire les conditions et les pratiques qui sont propices à l'engagement de l'élève puis à l'esprit entrepreneurial aussi. Et puis, ça nous permet aussi, c'est un outil qui est vraiment utile là, pour guider la réflexion sur la transformation de l'expérience d'apprentissage. Donc, dans le cadre des cycles d'apprentissage, on ressort souvent ce cadre-là, puis on amène, il y a un petit peu plus de texte d'habitude dans le cadre, là, mais on voulait simplifier ça un petit peu pour vous. Mais l'idée, c'est que ça nous permet toujours de retourner encore au fondement, aux grandes vérités. Alors ça, c'est des choses qui ne changent pas vraiment. Alors, on peut toujours retourner vers les fondements. Alors, je vais prendre quelques petites minutes pour vous le décrire. Essentiellement, le cadre est composé de 4 différents volets: l'authenticité, la pédagogie innovante, l'environnement et les relations. Alors, dans le premier cadran à gauche, le volet authenticité, bien, ici, il s'agit de créer des occasions d'apprentissage authentique. Puis, qu'est-ce qui les rend authentiques? Eh bien, on crée des occasions, des expériences d'apprentissage pour les élèves en tenant compte de leur réalité, leurs besoins, puis leurs intérêts. Et donc, ça vient soutenir le besoin d'autonomie parce qu'on donne la voix à l'élève, puis on se concentre vraiment sur ce qui est important pour l'élève. Dans le deuxième cadran à droite, la pédagogie innovante, là, ici, il s'agit de créer, ou en fait de mettre en œuvre des pratiques qui vont soutenir le développement des HH et des compétences transférables ou des compétences globales. Et ce qu'on va privilégier ici, c'est des pratiques qui vont mettre l'élève en action. Puis, on va aussi des pratiques qui vont lui permettre d'être innovateur, créateur, entrepreneur. On va aussi privilégier les pratiques qui permettent à l'élève de jouer un rôle actif dans son évaluation. Puis ça va venir soutenir le sentiment de compétence. Ensuite, en bas ici, à gauche, le volet environnement. Ici, l'idée, c'est de créer un environnement qui est propice à la collaboration, la communication, la créativité puis l'esprit entrepreneurial. On décrit aussi cet environnement-là comme un endroit qui est flexible, décloisonné puis ouvert sur le monde. Maintenant, c'est vraiment en plein ça qu'on vit en ce moment là, avec les classes virtuelles. Quand ils pensent, là, les élèves sont en mesure d'apprendre à l'extérieur des murs de l'école. On rassemble des élèves qui proviennent de différentes écoles d'attache. On utilise des outils technologiques qui permettent d'assurer une belle collaboration, comme la suite Google. Donc, je vous dirais que ceux qui ont participé au cycle d'apprentissage professionnel, pour eux, là, le décloisonnement, c'est pas nouveau. Alors, c'est probablement une des raisons qui se sont bien adaptés au changement, ou mieux adaptés, disons. Et enfin, puis finalement, dans le dernier cadran à droite, on a les relations positives. Alors ici, c'est important de créer un climat positif pour assurer la prise de risque,
puis aussi pour soutenir, dans le fond, l'ouverture à l'apprentissage à vie. Puis, une des façons qu'on peut créer des relations positives, c'est en créant des occasions de réseautage, d'échange. Et aussi, il ne faut pas oublier de célébrer. Les célébrations sont très importantes pour faire valoir les productions des élèves. Donc, ici, vous voyez qu'on fait très bien le lien entre les différentes pratiques préconisées et les 3 grands besoins fondamentaux. Et alors, on espère que je suis pas mal certaine là, que la plupart d'entre vous, là, vous reconnaissez là-dedans là, des pratiques que vous mettez déjà en œuvre. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que vous puissiez vous servir du cadre pour vous inspirer des pratiques qui sont là pour élargir, dans le fond, votre répertoire de pratiques, puis peut-être aussi trouver des façons créatives de transformer l'expérience d'apprentissage pour les élèves en classe virtuelle. Vous parlez de l'importance du partage, de l'échange, de réseautage. On pourrait poser une question à nos participants. Donc, en vous inspirant du cadre S, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de pratiques pédagogiques pour engager les élèves dans une classe virtuelle? Donc, est-ce qu'on aurait des gens qui voudraient partager avec nous? Je vais juste... je vais enlever mon partage d'écran parce que je ne vois pas. Vous pouvez tout simplement lever la main. À ce moment-là, on pourra mettre votre micro, vous permettre de mettre votre micro, de l'enlever sur sourdine. Oui, j'en ai vu. Sylvie, je vous ai vu. Attendez un petit peu. J'ai Sylvie, j'ai donné beaucoup de partage. Je vais y aller avec Sylvie. C'était la première, sauf que... Attendez un petit peu. Bon, je vais y aller avec Dominique. Je ne vois plus. Donc, Dominique, vous pouvez enlever votre microphone sur la fonction mute. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, en fait, je suis en train de me former, de revoir un peu le Padlet. Je ne suis pas encore très à l'aise, mais je me dis que ça peut être intéressant et pas seulement pour une classe seulement. Ça peut être même de proposer à d'autres collègues, si les enfants sont intéressés, même partager une lecture, par exemple, un compte-rendu de lecture. Ça peut se faire là d'une classe de petits avec des grands. Ça peut se faire comme ça avec le Padlet. Mais il faut vraiment que je sois à l'aise. Hein. Pour l'instant, je me forme. Très bien. Mute. Jasmine? Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai eu une problématique très importante dans ma classe. Les jeunes se retrouvaient dans des petites salles et mettaient leur caméra à off et leur micro à off. Plus personne ne parlait. Je suis dans un cours de français où c'est important pour moi les prises de parole et les postures d'écoute active. Et écoute active, ça ne veut pas dire hocher sa tête, surtout quand on ne voit pas. Donc, en fin de semaine passée, j'ai refouillé dans les documents qui avaient été publiés, qui s'appellent les guides d'enseignement stratégique de la littératie dans toutes les matières. Et j'ai repris les stratégies, je l'envoie dans le chat. J'ai repris les comportements visibles qui démontraient quand les jeunes sont en prise de parole ou en écoute, de quoi ça aurait de l'air. Et là, cette semaine, vendredi, on a commencé à faire la première étape de notre recherche. On avait créé un espèce de groupe laboratoire où on était 6 et tous les autres de la classe observaient et comptabilisaient, OK, qui avait appuyé son message, qui était capable de reformuler un message, qui était capable de poser une question, qui était capable de réagir à un message. Donc, on avait ciblé comme 4 comportements qu'on voulait observer et là, les jeunes prenaient en note. Fait que cette semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on voit nos 4 stratégies. Mettons, si je prends vérifier sa compréhension, on l'a vu de façon explicite, qu'est-ce que c'était. Fait qu'aujourd'hui, il y avait dans les équipes, ils font leur analyse de grammaire que j'appelle la mécanique de la langue. Et là, il y avait une personne qui était attitrée à juste prendre en note combien de fois quelqu'un prenait la parole. Puis il y avait une autre personne qui était attitrée à combien de fois ça s'est passé dans ce groupe-là que quelqu'un a reformulé ou posé une question. Et là, après, on revenait en grand groupe après l'exercice. Et là, les jeunes, on parlait de nos constats où on était rendu dans notre recherche parce qu'on veut vraiment améliorer les prises de parole et l'écoute. Donc, cette semaine, on fait tout ça parce que moi, j'ai besoin qu'ils soient compétents quand je vais aller les évaluer en communication orale. S'ils ne sont pas capables d'exploiter une information qu'ils entendent,
la discussion ne se passe pas. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Fait que je vous ai mis dans le chat le document avec les manifestations. Là, on s'entend, j'ai adapté une ressource qui est publiée. Donc, puis je vais vous mettre le nom de la ressource là, dans le chat aussi, mais c'est déjà en train de faire une grande différence. Et là, les jeunes sont en position de chercheurs. Ce n'est pas moi qui leur dis quoi faire, c'est eux qui deviennent des chercheurs et ils veulent s'améliorer. Parce que je leur dis, on va être bon parce que tout le monde s'améliore. Ce n'est pas parce qu'une personne est meilleure qu'un autre. Puis quand on a fait l'exercice de l'aquarium, ce qu'on observait, je disais, avez-vous observé? Il y avait moi et un autre élève, on a monopolisé toute la conversation. Ça fait que les autres n'avaient pas de temps pour parler. Mais ça veut dire qu'eux autres, leur évaluation ne serait pas belle. Fait qu'il faut tous s'entraider pour que tout le monde ait l'air bon. Ça ne donne rien que toi, tu es meilleur que les autres si quelqu'un n'est pas bon à côté de toi. Il faut que tout le monde soit bon. Et ça change complètement la perspective. Merci, Jasmine. Je me permets de commenter parce que ton apport est, toi aussi, important pour nous autres parce que tu nous aides à rehausser nos pratiques. Puisque tu es bonne, tout le monde être bon. L'autre chose, tu réussis à créer, promouvoir une culture d'apprentissage pour donner la voix aux élèves puis amener les élèves à être actifs dans leur apprentissage. En plus, tu recycles des documents comme nous autres. Merci. Puis en fait, peut-être aussi commenter juste une petite minute pour le commentaire ou le partage de Dominique. Je dirais que ce que j'ai noté, c'est la prise de risque. On ne se sent pas tous nécessairement compétents dès la première fois qu'on utilise des outils comme Padlet, mais c'est en les utilisant qu'on s'améliore. Puis alors, je vous félicite là, pour votre prise de risque. Aussi être conscient, comme on disait, que parfois, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut, mais c'est un peu comme ça pour tout le monde et on continue à persévérer sans se décourager. On a quelques petits commentaires avant de continuer. Mettre les jeunes en position, OK, ça c'est encore Jasmine, faire participer les élèves, leur donner l'occasion de parler de leur vécu quotidiennement en 3 phrases de Marguerite. En se montrant comme co-apprenant devant les élèves, oui, bien sûr, leur montrer que nous aussi, on est en situation d'apprentissage. On a aussi Pierre-Luc qui voudrait ajouter. Donc, Pierre-Luc, vous pouvez enlever votre microphone de sur mute et partager avec nous. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, moi, j'avais un groupe de 9e année au premier quadrimestre, un cours de français avec des élèves à l'échelon local appliqué et théorique combiné. Et c'était des élèves qui, à 2 ou 3 exceptions, ne voulaient pas allumer la caméra. Ça me tombait sur les nerfs de parler dans le vide tout le temps, puis d'essayer de susciter une conversation, puis travailler le non-verbal et tout ça. Donc, j'ai commencé avec tout simplement des gestes. Je leur disais, vous allumez vos caméras, mais vous n'avez pas le droit de parler. Vous allez répondre par des gestes. Quand on montre la main ouverte, à ce moment-là, ça veut dire oui, la main fermée veut dire non. Des fois, tu vas bouger ta main d'une certaine façon pour dire c'est option C ou peu importe. Le but, c'était tout simplement, on commence petit à petit à s'acclimater pendant quelques minutes à ouvrir la caméra. L'autre chose que je faisais aussi, c'était des exercices de yoga avec eux. Donc, je leur disais, vous êtes assis toute la journée, vous ne bougez pas. Plusieurs élèves aussi ne sortent pas de la maison du tout, même pas sur le perron pour aller respirer de l'air frais. Je dis, faut bouger un peu. Donc, on se recule un petit peu de notre écran. Presque tous les élèves allumaient leur écran à ce moment-là. On faisait des étirements. Ça n'avait pas rapport avec la matière, mais ça avait rapport avec le bien-être. Ça avait rapport d'être à l'aise puis d'essayer de voir qu'on vit des situations peut-être hors du normal, mais on la vit ensemble puis on essaie de trouver des solutions là-dedans. Côté un petit peu plus cours de français en tant que tel, je me suis dit, les jeunes aiment passer beaucoup de temps en ligne puis aller voir des vidéos drôles ou aller voir toutes sortes de photos dans Instagram ou dans d'autres médias sociaux. Donc, je commençais souvent mes cours avec une sorte de petite capsule d'information du jour ou la chanson du jour. Ensuite, on en discutait, toujours en valorisant, bien sûr, des productions francophones. Et j'ai trouvé à un moment donné un compte Instagram où on a Godzilla qui voyage à travers le monde. Donc, on a plein de photos de Godzilla et de son ami qui voyagent à travers le monde puis ils se prennent en photo. Donc, j'ai pris plein de ces photos-là, justement. Puis j'ai dit, OK, mais là, en petite équipe, on va essayer de trouver des adjectifs qui vont décrire ce qu'on voit dans ces photos-là.
Puis ensuite, avec ces adjectifs-là, on va essayer de composer des phrases les plus longues possibles avec le plus d'adjectifs à l'intérieur de ça. Ça a mené quand même à des phrases assez cocasses, là. Mais c'était un moment où que tout le monde était en train de participer, puis que l'élève soit très fort ou moins fort, bien, la notion de l'adjectif est accessible pour tous. Donc, quelqu'un va peut-être me dire, il va répéter grand pour toutes les photos, mais c'est ça l'adjectif qu'il connaît, mais c'est un départ. Là, il va entendre les autres proposer des adjectifs plus complexes, si on veut. Puis en bout de ligne, en équipe, on est en train de construire notre apprentissage, puis on est en train de collaborer. Donc, ça, c'est quelques exemples de ce que je faisais en classe. Si je peux me permettre, merci Pierre-Luc. On ne t'entend pas. Je vais commenter, moi, pour Bianca pendant que son micro revient. Je vais pas dire, Pierre-Luc, merci pour ton partage. Dans le fond, vous allez voir que que la première pratique que tu as présentée, c'en est une qui a été intégrée dans une recension des pratiques. Et vous allez la voir sur le site, on va vous présenter ça sur le site web. Donc, tu vas te reconnaître là. Bianca? Toujours pas. Ça marche toujours pas. Mais non. On a entendu un petit bout tantôt, puis là, toujours pas. On a Joël aussi qui a ajouté, en incitant les élèves à verbaliser leur inconfort en tant qu'apprenants dans cette situation pour que le groupe participe à l'élaboration de solutions pour tous. Effectivement, on est tous quand même dans la même situation. Daniel, je crois que tu as un site, Le Repère, à nous partager. Je peux le partager, mais je voulais juste noter, Pascal, que je note que Bianca, son micro est en sourdine. Ah, voilà. OK. Je suis de retour. Oui, bonjour. Je vais me permettre quand même mon commentaire parce qu'il va exactement dans le même sens de ce qui vient d'arriver. Un des messages les plus rassurants que les gens ont eu quand on commençait à être en ligne et surtout à la rentrée scolaire, c'est que le rythme ne sera jamais le même. N'essayez pas de reproduire le même rythme que dans la salle de classe. Le rythme en virtuel peut avoir plein d'imprévus, comme on vient de le voir. Puis, on ne connaît pas non plus l'environnement où l'élève se situe. Donc, pensez au rythme. Écoutez, je vais prendre la relève ici. Alors c'est ça. On a fait une recension des pratiques pédagogiques qui sont bien adaptées pour la classe virtuelle. Les membres du personnel du CPO vont avoir accès aux pratiques, à la recension sur un site web, Le Repère. Pour les autres enseignants, il y a un document que vous pourrez télécharger. Donc, une fois qu'on aura terminé le webinaire, on va partager avec vous la présentation et vous pourrez télécharger le document. Vous pouvez accéder au document en cliquant sur le lien ici à droite. Alors là, je pourrais peut-être vous amener vers le site. On va voir si ça va fonctionner. Et voilà, comme par magie. Alors ici, notre recension, elle est organisée selon les 4 volets du cadre ACE. Donc, on a authenticité, on a la pédagogie, on a l'environnement, puis en bout de ligne ici, on a les relations positives. À l'intérieur de chacun des volets, on a formulé des questions qui sont basées, dans le fond, sur les défis que les enseignants nous ont soulevés. Et lorsque vous cliquez sur la question, vous aurez des pistes de solutions ou des pratiques qui sont suggérées, à la fois par les enseignants. Donc, il y a plusieurs des pratiques ici qui ont été partagées par des enseignants, comme justement, vous allez voir, il y en a une qui est partagée par Pierre-Luc. Bianca, où voudrais-tu, je pensais peut-être que ce serait bien si on faisait peut-être qu'on passait à travers quelques exemples, où voudrais-tu qu'on commence? Moi, je pense qu'on pourrait définitivement parler d'apprentissage authentique pour comment faire vivre aux élèves des activités authentiques.
On parle dans celui-là d'avoir des thèmes qui sont reliés à ce qu'on vit. On vit des choses complètement différentes, on l'a nommé une couple de fois, mais d'aller revoir nos contenus, nos thèmes qu'on utilise dans nos contenus pour qu'ils soient réalistes et à jour, parce qu'on n'a plus les mêmes réalités. Donc ça, c'en est un qui est intéressant. Le deuxième, Daniel, si j'irais dans pédagogie innovante, okay. On parle de comment motiver les élèves à se présenter dans leur classe virtuelle. On a eu tout à l'heure quelques exemples, mais j'ai beaucoup aimé l'idée de permettre la socialisation, de donner le temps aux gens de se brancher. Parce que c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le même rythme. Le rythme est complètement différent. Donc, on a d'autres exemples là. Environnement d'apprentissage flexible. On avait parlé de comment gérer une classe virtuelle. Dans la classe virtuelle, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres exemples qui sont soulignés en bleu. C'est sûr que pour nous, nous avons choisi de travailler avec le Classroom de Google. Les outils Google nous permettent beaucoup dans la gestion de la salle de classe, mais il y a aussi l'idée de vraiment partager un ordre du jour détaillé, un menu de ce qui va se passer pour guider l'élève dans la structure du cours. Donc, on a placé quelques exemples ici d'ordre du jour. Pierre-Luc a soulevé tout à l'heure le yoga. Plusieurs enseignants-enseignantes en virtuel parlent de pause active. On ne bouge pas beaucoup dans nos journées en confinement, donc il est suggéré pour faciliter la gestion de classe de pouvoir donner des petites pauses actives et aussi prévoir la gestion du droit de parole. On a parlé de signes tout à l'heure. Vous m'avez fait des signes quand vous ne m'entendiez plus. Mais le droit de parole n'a plus la même façon. Planifier la gestion du droit de parole, puis s'assurer que tout le monde a un droit de parole dans la journée. On a des petits écrans devant nous, mais ces petits écrans-là rentrent dans des maisons, puis ce sont des élèves. S'assurer que chaque élève a un droit de parole, que ce soit par un tour de table. Puis, il y a des élèves qui ont dit qu'ils étaient plus à l'aise que leur droit de parole soit dans le chat, l'accepter pour ensuite aller vers une prise de parole. Peut-être, est-ce qu'il y en avait d'autres, Daniel, que tu voulais souligner? Oui, peut-être si je retourne un petit peu ici dans la pédagogie innovante, peut-être un peu ici faire la distinction entre la motivation qui est vraiment le déclencheur, c'est la force qui nous pousse à agir, et puis l'engagement. Donc ici, vraiment, on veut pouvoir motiver les élèves à se présenter dans leur salle de classe virtuelle. C'est sûr qu'au printemps dernier, il y a plusieurs enseignants qui nous ont dit qu'il y avait de la difficulté à amener les élèves à se brancher. Aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment le choix, là, ils doivent le faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour justement leur donner le goût d'être là? Donc, Bianca a déjà souligné quelques exemples ici, mais une fois que les élèves sont installés devant leur ordinateur, là, on veut qu'ils soient engagés. Donc, l'engagement, c'est ça qui va vous amener à faire le deuxième pas. Puis c'est ça qui va vous amener à persévérer. Donc, tout à l'heure, comme on a vu là, dans le nuage de mots, on veut les garder actifs, on veut qu'ils participent. C'est vraiment ça, l'engagement. Alors, ici, comment inciter l'élève à participer puis maintenir son attention? On a toutes sortes de pistes intéressantes ici. Entre autres, on a justement la pratique qui nous a été partagée par Pierre-Luc. Mais je terminerai peut-être par ici l'importance de ludifier les activités d'apprentissage. Parce que tout le monde, on aime tous les jeux, on aime tous jouer. Donc, pourquoi pas transformer l'environnement d'apprentissage en jeu? Donc, il y a des exemples ici. Vous pouvez créer un jeu d'évasion, vous pouvez créer une expérience d'apprentissage à travers un truc de magie ou des jeux interactifs. Puis en passant ici, là, ce que vous voyez, le texte en bleu en caractère gras, contiennent des liens qui
qui mènent vers soit des tutoriels ou des ressources. Et donc, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus, puis accéder aux ressources. Je pense qu'ici, encore là, le site, vous voyez qu'il est plein de pratiques et de stratégies qu'on vous propose. On va continuer à le nourrir. Puis on vous remercie beaucoup pour tous les partages que vous avez déjà quand même partagé plusieurs pratiques. Et on vous remercie aussi pour tous ceux et celles, là, on remercie on remercie tout le monde qui ont essayé, qui ont osé prendre un risque et qui ont fait preuve de créativité. Alors, ça nous amène peut-être à notre dernière diapo sur pour nous, oui, vas-y, Bianca. Pour nous, il est évident que les gens qui sont passés du présentiel au virtuel ont dû avoir vraiment une grosse valise de créativité. Puis, l'idée de cette annonce, de cette affiche-là qui nous dit la flexibilité, l'empathie, l'ouverture, le droit à l'erreur, le jeu puis la liberté, c'est ce qui nous permet d'être créatifs. Et je vais utiliser mon image au niveau de l'école d'avant COVID et d'après COVID. Avant COVID, c'était un cercle. L'école était un cercle. Présentement, c'est un carré. Essayons pas de rentrer le carré dans le cercle. Essayons de redéfinir le carré, redéfinir l'école. Puis pour y arriver, c'est en travaillant ensemble, c'est en partageant, c'est en ouvrant nos portes, en se visitant virtuellement qu'on va pouvoir améliorer nos pratiques en se questionnant sur ce qu'on fait. Oui, merci pour cette merveilleuse information, effectivement. Je vais juste faire un petit partage d'écran à mon tour. Donc, je vais reprendre l'écran. Je quitte ici pour m'en aller sur la plateforme Idélo. Dans le fond, le but de ça, c'est vraiment, tantôt Pierre-Luc parlait de vidéos qu'il allait chercher sur YouTube ou des choses comme ça. Sur la plateforme Idélo, on a aussi plus de 13 000 ressources pédagogiques que vous pouvez consulter. Et Pierre-Luc nous parlait d'une chanson ou une comptine par jour. On a un jour une question qui peut être intéressant aussi à aller voir. Donc, ça pourrait aussi là, stimuler la participation des élèves. On peut choisir, on a 191 épisodes. Donc, on peut aller choisir comme ça des questions, la question du jour et même emmener les élèves à participer, à créer aussi la question du jour. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Rapidement, la plateforme Idélo, pour trouver vos ressources, vous pouvez affiner à la gauche de l'écran le niveau, matière, compétences et le type. Et vous pouvez comme ça là, vraiment aller naviguer dans les ressources. On a aussi des formations en ligne qui pourraient, là, si pour vous, vous voulez peut-être en connaître un peu plus, savoir comment trouver des ressources plus spécifiques. Donc, ici, comment aider votre enfant. On a les nouveautés qui vous sont proposées dans les formations en ligne. Et nous avons aussi, tout au bas de la page d'accueil de la plateforme Idélo, le webzine Idélo. Donc, le webzine Idélo paraît à chaque mois, sauf en décembre, on va avoir décembre-janvier, là, seulement une édition. Mais je vous invite à aller consulter. Les éditions sont disponibles en ligne. On a des partages, justement, de la communauté, des partages d'enseignants, pas nécessairement des gens qui utilisent la plateforme, mais des enseignants qui ont le goût, comme vous, de partager, de se réunir. On a des blogs, on vous parle de nouveautés et on vous parle de trucs, comment utiliser les ressources sur la plateforme Idélo. Donc, voilà, je quand même aller rapidement, mais comme je vous dis, là, il y a toujours des formations possibles avec différentes ressources de la plateforme Idélo. Est-ce que vous vouliez, je vois là que le chat, je vois beaucoup de questions, donc on pourrait peut-être passer à la période de questions-réponses si ça vous va.
Donc, on parlait aussi, là, cercle de parole. J'ai vu ça passer tantôt pendant que vous parliez là, d'un jeu de la collection Placotte hashtag Dis ta vie. Les remerciements. Les vidéos, c'est bien. L'interaction avec le vivant, même à l'écran, est plus. Oui, effectivement. Donc, est-ce qu'on aurait des questions ou des commentaires pour Daniel, pour Bianca? Oui, Pierre-Luc, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Pascal, oui. Juste une petite question. Est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder aussi la conversation dans le chat? C'est une bonne question. Ça, c'est la première fois là, que... OK. Ben, je vais essayer de sauvegarder de mon côté. C'est parfait. Je vais faire un copier-coller ou je pourrais aussi le voir. Pendant qu'on regarde. Ça dit enregistrer la discussion. Donc, bon. On va faire ça comme ça. Je crois que Jasmine, tu demandais que tu n'avais pas accès. Si je comprends bien que si tu as Idelo, c'est exactement les mêmes mots de passe que le code du CPO. Donc, tu utilises ton code du CPO avec ton mot de passe, puis tu vas pouvoir intégrer la plateforme Idelo. Oui. Parce que la plateforme, elle est disponible gratuitement pour tous les enseignants de l'Ontario. Dans les autres provinces, on a aussi le Manitoba, le Nouveau-Brunswick. Sinon, souvent, les conseils scolaires ou les centres de services scolaires vont acheter en lot des abonnements. Donc, ça serait de vous renseigner auprès de votre conseil scolaire ou commission scolaire. On a 2 mains de levées, Pascal. Pardon? On a 2 mains de levée. Oui. Monsieur Jean-Baptiste. Vous pouvez enlever votre microphone de sur la fonction sur 10. Parce que je n'avais peut-être pas baissé la valeur. Désolée. Non, j'ai une petite idée, mais en fait, c'est juste une pratique. Bon, je ne sais pas, une pratique de bingo avec les plus jeunes. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Avec les plus jeunes, pour un cas plus ludique, c'était un bingo en première année, une première, deuxième année, et un bingo avec les enfants pour qu'au niveau des nombres, c'est très, très ludique et ça marche bien. Et chacun a sa planche. Ben, ça marche, quoi. Tout le monde collabore. Mais c'est une petite pratique, hein. C'est un truc, bon. Je me lance. Merci. C'est important. Jasmine, vous pouvez enlever votre microphone de sur mute. Voilà. Bonjour. Une autre petite pratique que je fais, c'était pour... je trouvais que mes jeunes n'étaient pas nécessairement tout le temps connectés avec l'actualité, puis autour d'eux, puis ce qui se passe un peu partout dans le monde. Fait que chaque semaine, j'ai un énoncé de recherche. Cette semaine, mettons, c'est de dire que les représentations vont définir nos perspectives. Fait que c'est toujours une grande idée très large. Et là, comme le mercredi, les jeunes doivent aller dans des journaux francophones de partout sur la Terre. Allez voir seulement dans les gros titres. Y a-t-il des gros titres à quelque part dans le monde, dans les journaux, ce qu'on parle de représentation? Puis là, je leur dis, bien, quand je fais une recherche image sur Google, ils vont y aller par représentation. Si je vais aller sur un site pour chercher des images libres de droit que j'utilise, je leur montrais, ben là, je tape le mot salade. Ah, tiens, Google me montrait toutes des salades dans un bol. Ce site-là me montrait une salade de concombres, mais des concombres qui n'étaient pas coupés. Donc, on regardait les différentes représentations. Là, j'ai dit, maintenant, allez dans les journaux. Qu'est-ce qu'on voit dans les titres? Fait que ça peut être par rapport aux perspectives. Ça peut être, on part avec vraiment des grandes idées. Et mes jeunes, ce sont comme au dernier quadrimestre, et encore cette fois-ci, c'est un élément qu'ils adorent. Qu'on prenne le temps de les connecter avec ce qui se passe dans le monde. Et pas toujours juste sur le COVID, pas toujours juste sur ce qui se passait avec les élections américaines, qu'on déborde et qu'on aille voir ailleurs. Qu'est-ce qui arrive? Merci. J'ai aussi Nathalie. Nathalie, je vous donne la possibilité d'enlever votre micro de sur... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excellent. Alors, oui, moi, je suis en première année. Moi, je suis
dans une école, mais j'enseigne aussi au pavé. Donc, j'ai comme les deux mondes en même temps qui se mélangent. Et je suis en première année au pavé, mais dans toutes les classes, un peu dans l'école. Puis, moi, je voudrais remercier Daniel pour l'image de départ au niveau le cerveau. Puis là, ça dit la compétence, ensuite l'appartenance. Écoute, ça m'a parlé vraiment. Vraiment, ça m'a parlé beaucoup parce que un outil que j'ai tout de suite entamé au départ, là, c'est le Google Jamboard, le tableau blanc interactif. OK, mes petits amis à la maison, ils ont leur petit tableau blanc concret là, sur lequel ils m'écrivent et on se fait des défis. Je lance des défis, puis ils me partagent en le montrant devant leur caméra. Fait que ça fonctionne. Mais quand là, on a évolué. Fait que là, moi, j'ai bâti la compétence du Jamboard en le modélisant devant eux. Puis là, j'ai piqué leur curiosité, puis là, je leur en donnais en devoir. Fait que quand j'assignais, là, les parents, ils aimaient ça parce que, tu sais, il n'y a pas de photocopie, pas de... Puis l'élève travaille directement, puis moi, ça me permet de voir des preuves tellement plus concrètes aussi. Si c'est le parent ou l'enfant qui l'a fait, ça en dit gros à partir du Jamboard. Fait que là, maintenant, avec ça, qui sont confiants, on est rendu à l'étape, là, je saute bien des étapes, mais là, on est rendu à l'étape où, lors d'une leçon, je peux réellement les mettre toutes dans un Jamboard avec chacun leur nom et je les vois travailler. Donc, je les vois compter les objets sur le Jamboard, les organiser dans le cadre de 10. Je les vois ensuite tracer leurs preuves, mais pas juste ça. Eux aussi se voient. Donc, quand ils ont terminé, ils vont voir comment d'autres personnes le font. Fait que c'est comme si tout d'un coup, on avait bâti une culture de comme 22 petits mini-profs. Mais tu sais, ils aiment vraiment ça d'aller... Puis au début, avant de me rendre là, j'ai montré les preuves de d'autres personnes. Tu sais, je les montrais, regarde comment lui, il l'a fait. Fait que j'ai comme bâti un petit peu cette habitude-là d'aller voir l'autre, puis que c'était important parce que mon ami avait quelque chose à me peut-être qu'il y avait quelque chose de différent. J'aimerais ça voir comment ils pensent, tu sais. Alors, en tout cas, le diagramme du départ que tu as présenté me collait beaucoup par rapport à ce que j'ai vécu là, dans mon enseignement au pavé. Merci. Tant mieux, Nathalie. Ça me fait plaisir de voir que même la théorie, des fois, peut aider. Les fondements, les grandes vérités. Oui, toujours. J'aimerais juste souligner que si vous avez des pratiques à partager sur le site du repère, il est possible de partager. Vous ne m'entendez pas, hein? Oui. Oui, oui. C'est Pascal qu'on n'entendait pas. Ah, oui. Sur le site du repère, il est possible de partager. On y va en tant qu'un réseau, d'échanger, de créer cette nouvelle école en ligne-là pour qu'on puisse assurer un engagement de nos élèves. Oui. Le partage est génial. Merci beaucoup à tous ceux et celles là, qui ont partagé. Oui, on a eu des beaux partages. Je pense que c'est ça, hein, en temps de confinement, en temps comme ça, où est-ce qu'on est un peu chacun chez soi, c'est le fun de se partager, de discuter ensemble. Donc, merci pour votre belle participation. Voulez-vous ajouter un mot de la fin, Daniel et Bianca? Je vais laisser Bianca laisser le mot de la fin, mais je vais juste pour faire du pouce sur ce qu'on vient de dire, si vous voulez partager des pratiques au bas de la page de la recension, en fait, du site Le Repère, vous allez voir qu'il y a un lien. Vous pouvez cliquer sur le lien, puis ça va vous amener vers un document ou un formulaire Google. Vous pouvez juste rentrer insérer là-dedans le partage de votre pratique, puis ça va se retrouver dans la recension des pratiques sur le site Web. Comme mot de la fin, encore merci. Pour nous, c'est important comme équipe de faire cette recension-là, de pouvoir classifier les pratiques dans l'ordre de notre cadre dans lesquels on travaille depuis plusieurs années. On va continuer à faire des webinaires de façon mensuelle pour pouvoir continuer la conversation avec vous. Au CPO, on croit que le développement professionnel, c'est la force de chacun qui met du sien. Un peu même comme Jasmine le disait tout à l'heure, hein, à parler de ses élèves qui sont bons quand tout le monde va être bon, ben, je pense qu'ensemble, on peut devenir d'excellents pédagogues. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ben oui, comme Bianca disait, on va en faire d'autres. Donc, c'était le premier d'une série de 9. Alors, on espère avoir la chance de vous revoir
au mois de décembre et les autres mois qui suivront. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci à Daniel. Merci à Bianca. Merci. C'est une excellente fin de journée. Merci. Oui, merci Idélo pour le partenariat. Merci. J'attends encore un petit peu les beaux commentaires. C'est ça. Je voulais juste m'assurer aussi enregistrer la discussion. Je ne sais pas si en l'enregistrant maintenant, si ça va ajouter des nouveaux commentaires ou si automatiquement tous les commentaires sont sauvegardés. Je l'ai refait tantôt aussi, donc là, je viens de le faire encore. Alors. OK, parfait. Parce que là-dedans, il y a des beaux liens qu'on pourrait peut-être aller... on pourrait voir si c'est des choses qu'on peut ajouter à notre recension. J'ai une dernière main levée. Je ne sais pas si vous voulez... Oui. Il nous reste du temps. Oui, certainement. Pourquoi pas? Oui, bonjour. Bonsoir, c'est Ikram. Oui, j'avais juste une petite question. Est-ce que, ce que j'ai compris, vous allez nous envoyer un lien sur Classroom où on pourrait voir à fur et à mesure ce que vous allez mettre comme documentation pour nous? Présentement, le Classroom, est-ce que tu enseignes en première, en 6, 7, 8 ou 9, 12? Moi, je suis éducatrice au programme Page Maternelle Jardin. Parfait. Moi, ce que je peux faire, c'est de m'assurer, c'est sûr que les ressources qu'on a partagées aujourd'hui sont déjà sur le site Le Repère, mais je pense qu'on pourrait, ça serait bon pour tout le monde de revoir où trouver sur Le Repère les pratiques qu'on vient de partager. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit tout au même endroit. Donc, je pourrais demander à l'équipe du pavé d'aller remettre ça sur le Classroom. Oui, parce qu'on a eu une réunion, une formation, la journée pédagogique. Et puis, la personne qui nous a donné la formation a créé un Classroom. C'est M. Lefebvre. Pascal, oui, Pascal Lefebvre. Alors, j'ai mis ça parce que je n'ai pas besoin de chercher midi. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à voir. Puis moi, ce que j'aime, c'est que, OK, je vais dans le Classroom, je vais sous une image, et puis là, je clique, puis je vois à fur et à mesure qu'est-ce qu'il rajoute. Donc, moi, ce que je vais faire, je m'engage à communiquer avec j'ai accès aux 3 Classrooms, puis je pourrais faire un rappel de peut-être l'enregistrement d'aujourd'hui et le lien vers les pratiques qu'on a partagées. Oui, parce que moi, la seule, je m'excuse, je vous retiens encore un peu plus. Parce que mon seul souci, parce que avec les maternelles jardins qui ont l'habitude de jouer dans la classe en groupe et tout ça, surtout maintenant avec le COVID, ils sont assis à des blocs de 1 heure des fois. Puis ce jeu-là, ils ne peuvent pas toucher, ce jeu-là, ils ne peuvent pas faire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une stratégie où on pourrait, par exemple, comme trouver des jeux où vraiment on peut mettre 3 enfants à jouer ensemble sans qu'on rentre à rompre le code du COVID dans la classe. Donc, ce que j'entends, c'est des besoins de stratégie pour permettre aux jeunes de maternelle jardin de jouer ensemble. Là, on parle en présentiel, si je comprends bien. Maternelle jardin, oui. En présence, oui, bien sûr. D'accord. Je l'ai noté, puis je vais amener la question à l'équipe du service éducatif pour voir si on ne pourrait pas ajouter puis les partager via Classroom après. Oui, parce que c'est plus pour les maternelles jardin, c'est la manipulation qu'ils ont besoin. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez de jouets pour que chaque élève puisse avoir son jouet à lui. Donc, il faut que... Et puis, quand il joue avec ce jeu, avant, c'était un jeu qui était sur la table et puis le Lego, par exemple, ils peuvent jouer ensemble. Mm-hmm. Maintenant, pour certains Lego, il faut qu'il y ait la quantité pour créer la photo qu'il a, par exemple, une voiture ou un camion. Et puis, on ne peut pas partager les Lego en 2. Ça ne donne pas de sens pour lui. Il ne peut pas finir le camion qu'il a besoin de créer. Message reçu, je m'assure de transférer à l'équipe du service éducatif. Ah, merci beaucoup.
vais arrêter l'enregistrement.